Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de revenir aujourd'hui après un petit délai. En fait, il y a eu la construction, il y a eu le lancement du livre, ça m'a occupé beaucoup. Mais ça fait au moins 3 mois que j'ai envie de revenir vous parler d'un thème qui est vraiment sorti souvent dans mes consultations, dans mes soins ces derniers temps. Puis j'avais envie d'en faire une capsule. Donc, c'est une capsule sur le thème des mémoires, mais une mémoire assez spécifique, une mémoire en lien avec des décrets. En fait, c'est quoi un décret pour moi? C'est une décision qu'on a émise, mais avec toute notre intensité, avec tous nos chakras alignés, comme on pourrait dire, avec un feu de plus jamais de ceci ou plus jamais de cela, où on prend une décision à partir d'un espace blessé, à partir d'un espace de nous qui a souffert dans un scénario X ou Y, et là on prend une décision. Une décision qui, plus le centrement est fait, plus l'intensité est au rendez-vous, plus la décision va agir comme, comment on pourrait dire, comme une roche qu'on lance dans un ruisseau, dans un lac, avec les ondes. Et ce décret-là va agir dans l'énergie et dans l'invisible. Et plusieurs années plus tard, on s'en rend plus compte. Et le décret nous revient par des situations de la vie qui semblent ramer à l'envers. Comme je le dis souvent dans mes exemples, c'est comme s'il y avait un rameur à l'envers dans le bateau. Puis on avance dans la direction de nos idéaux, puis le rameur rame de l'autre côté. Et plus j'insiste pour aller à droite, plus le rameur tourne à gauche. Et c'est comme si on venait me voir et on disait « Simon, peux-tu m'aider à ramer encore plus fort à droite? » Puis moi, je vais regarder, je vais dire « Peut-être qu'on peut regarder ce qu'il y a à gauche plutôt. Pourquoi ça va à l'envers? » Évidemment, c'est mon approche, c'est ce que je fais avec les gens, mais que vous le fassiez avec moi ou pas, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est le concept d'un décret qui agit et qui dépasse les incarnations. Un décret peut... Moi, j'ai vu dans ma pratique des décrets qui datent de 1000 ans. J'ai vu des décrets qui sont toujours établis à partir d'une décision en souffrance. Je vais vous donner un exemple très concret par rapport à mon expérience à moi. Pendant plusieurs années, évidemment, mon approche m'amène à lire dans l'énergie, dans le passé, dans le présent, dans des passés parallèles. Mais à chaque fois que j'arrivais dans le futur, il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Je me disais toujours, mais si le temps n'existe pas, le passé, le présent, le futur, c'est la même expérience. Et quand on a bloqué quelque chose du passé, on peut lire le futur à partir de là. C'est-à-dire que si j'ai une blessure d'abandon que je n'ai pas gérée, bien, le futur va être rempli d'abandon. Donc, le futur étant le résultat du présent et du passé. Donc, si on gère le passé, on nettoie le présent et nécessairement, on change le futur. Donc, dans cette vision-là, je me disais, comment est-ce que ça se fait que j'ai de la difficulté à lire dans le futur? Et mes lectures dans le passé étaient toujours assez justes. Non, en fait, je m'excuse, je ne veux pas dire toujours assez juste, mais étaient relativement justes, je vais le dire comme ça. Tout est interprétable, mais tu sais, quand je ressentais, je dis, qu'est-ce qui est arrivé à tel âge, autour de tel âge, on arrivait à un résultat. Mais quand j'arrivais dans le futur, tout d'un coup, c'était n'importe quoi. Et je me suis posé la question, sincèrement, sur la question. Je me suis dit, peut-être que la vie ne veut pas que j'aille voir dans le futur pour que je sois mieux présent. Mais en même temps, je me disais, j'ai pas un plaisir à aller dans le futur pour me diriger dans le futur, mais juste pour nourrir un espoir et une conviction qu'il y a quelque chose qui se prépare de changement. Le changement était au rendez-vous. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de changement, mais ma lecture du futur était biaisée. Je ne considère pas non plus que je suis un voyant qui va dans le futur, mais comme je vous dis, quand je chantais des blocages, des déblocages, dans tant de mois, il y a quelque chose qui se produit, ça partait dans toutes sortes de directions. Et quand je me suis posé la question sincèrement, j'ai commencé à recevoir un niveau de réponse qui m'a étonné. On m'amenait dans d'autres vies, on m'amenait dans d'autres réalités. Et dans ces réalités-là, j'ai vu... c'est un médium qui m'avait dit que j'avais déjà été un oracle, une femme oracle dans les années 1100, je crois que c'était en Grèce. Bref, ça m'est revenu dans une de mes méditations, puis tout d'un coup, je me suis mis à voir ce personnage-là qui, à quelque part, a été beaucoup sollicité. Je voyais un personnage, une femme, qui était sollicitée dans un village, puis que tout le monde, dans le fond, venait la voir pour dire, bon, est-ce que je devrais
laisser mon mari, est-ce que je devrais partir vivre là-bas, est-ce que je devrais faire ceci, est-ce qu'on part en guerre, est-ce que... Puis je voyais que cette jeune femme-là, elle s'est retrouvée débordée, dépassée par ses talents, ses pouvoirs, ce qu'elle avait développé, et je voyais à quel point ça la rendait malheureuse. Je voyais comment c'était triste pour elle de se retrouver à avoir une pression de dire « OK, là, il faut que je donne des réponses aux gens. » Puis les gens prennent ces réponses-là, puis font quelque chose avec. Puis le problème, c'est que les gens revenaient voir cette dame-là, puis ils disaient « Tu t'es trompé, c'était pas ça, c'est pas arrivé. » Puis « Oh mon Dieu, je me suis trompé. » Puis je voyais comment son cœur est devenu lourd, puis ça s'est pas bien terminé, cette vie-là. Je voyais que cette femme-là que j'étais avait été rejetée, mise à part. Et ce que j'ai vu, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est un décret. J'ai vu que cette femme-là s'est retournée vers le ciel, vers l'intérieur, l'extérieur, et elle a décrété « Je ne veux plus rien savoir de lire le futur, c'est trop souffrant lire le futur. C'est trop souffrant d'avoir la responsabilité des gens qui nous confient leur pouvoir, je ne veux plus rien savoir. » Et ce décret-là avait été émis avec tellement d'intensité qu'aujourd'hui, dans cette vie-ci, moi, Simon Leclerc, j'avais à le gérer. J'avais à le gérer en mode, il n'est plus question qu'on lit le futur. Donc, ma lecture du présent, passé, tout ça allait bien, mais le futur s'est bloqué. Je vais dire c'était bloqué. C'était bloqué parce que le futur était en lien avec cette femme-là qui avait décrété dans le temps. Et l'onde avait tellement eu d'impact parce que ça avait été émis avec tellement de puissance que l'onde se rendait jusqu'à moi en 2022 et peut-être au-delà si je ne l'avais pas vu aller. D'abord, ça m'a fait, ça m'a mis en, je ne dirais pas en choc, mais ça m'a fait réaliser à quel point j'avais sous-estimé les décrets. Et quand c'est arrivé, d'ailleurs, c'est un des chapitres de mon livre, je vais vous en parler un peu plus tard du livre, mais c'est un des chapitres du livre où j'en parle. Donc, c'est un enseignement qui se retrouve dans le livre, ce que je vous donne en ce moment. Et ce décret-là avait été tellement puissant qu'il dépassait toutes les incarnations, il dépassait toutes mes intentions, mes contre-intentions. C'est-à-dire, je veux lire le futur. Le décret disait, qu'est-ce qu'il fait là, lui, à vouloir lire le futur? Il ne se souvient pas qu'en Grèce, on a souffert de ça. Il n'y en a pas question. Et ça, c'est la mémoire. La mémoire, elle n'est pas rationnelle. Je dis souvent qu'une mémoire, on ne peut pas discuter, on ne peut pas s'asseoir avec une mémoire et dire « Chère mémoire, j'aimerais que tu changes, j'aimerais que tu t'adaptes. » Parce qu'aujourd'hui, on est rentré en 2022. Puis en 2022, les gens ne font plus la file pour venir nous demander si on va en guerre et tout ça. La mémoire, elle agit. Tant et aussi longtemps qu'on ne lui dit pas d'arrêter, elle part. Elle part dans l'énergie. Et puisque je ne peux pas négocier avec la mémoire, je la subissais. Quand j'en ai pris conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un changement complet. C'est-à-dire, je suis retourné vraiment à l'intérieur de moi, j'ai senti le moment où j'avais souffert. Dans le fond, je suis retourné sentir la souffrance de mon personnage passé, non pas la décision qu'il a prise, la souffrance qui l'a amené à prendre la décision. Donc, j'ai accepté de ressentir la détresse, d'être dépassé par les sollicitations multiples de gens qui nous confient leur pouvoir. C'est le piège de tous les gens qui travaillent avec des humains. Hein. Vous le savez, s'il y en a parmi qui écoutent ici, quand les gens viennent nous voir et ils nous posent des questions, il y a beaucoup de gens qui veulent confier leur pouvoir, puis j'ai aucun jugement là-dessus, je le fais moi aussi, dis-moi donc quoi faire. On appelle un expert, est-ce que je devrais vendre mes actions, est-ce que je vends ma maison, est-ce que c'est le bon moment? Puis, humainement parlant, c'est vraiment intéressant, tentant de vouloir donner notre pouvoir, puis on le fait tous indirectement. Si on est honnête, on a tous des références, puis on donne notre pouvoir, sauf que il y a des moments où c'est juste de guider des gens, puis il y a des moments où ça ne l'est pas du tout. Et il y a des moments où la nuance est subtile, puis des fois on veut être aimé, puis si je donne une réponse, je vais être aimé. Donc on ne sait plus comment dire oui, dire non, puis on ne sait plus comment se positionner parce qu'on est aimé pour les réponses qu'on donne, et finalement, si on donne plus de réponses, on perd l'amour. Donc bref, il y a une confusion qui fait qu'on peut facilement rester dans le piège de vouloir donner des réponses. Donc donner des réponses, pour moi, ça a été un piège. Puis, à quelque part, d'avoir des réponses brouillées pour le futur était la solution pour ma mémoire de dire comme ça, c'est réglé. Comme tu vas te tromper dans le futur, les gens ne te poseront plus de questions dans le futur, ça va être réglé, dossier clos. Alors que pour moi, qui voulais trouver les nuances, je veux dire, quand c'est juste, ça serait intéressant que je puisse aller dans le futur. Quand ça ne l'est pas, j'ai l'humilité de dire, regarde, en ce moment, c'est pas le bon timing, je le sens pas, puis on n'ira pas plus loin.
Donc, la mémoire, elle agit, puis elle ne s'occupe pas de ça. Elle prend une décision pour gérer le dossier à notre place. La mémoire, c'est comme une partie contrôlante de nous qui dit « Laisse-moi faire avec le dossier, je le gère. C'est réglé. » Quand on gère ça de cette manière-là, bien, on est impacté par la mémoire parce qu'elle va prendre le contrôle, puis on n'arrive plus à la changer. Donc, ce que je vous disais, c'est que je suis retourné au moment où j'ai vraiment pris la décision de ne plus me laisser guider par les blessures, mais de les sentir, de prendre le temps de vraiment aller en moi, dans mon corps. Ceux qui suivent mes enseignements, vous savez à quel point c'est important d'être dans le corps quand on fait un travail de guérison, de ressenti, parce qu'on ne peut pas ressentir des émotions à partir des nuages, donc on doit être vraiment bien dans le corps. Je ne peux pas insister plus que ça, je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans leurs émotions et qui ne sont pas dans leur corps, et les émotions, ça tourne en rond, on n'arrive pas à les processer. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir la boîte de Kleenex. Vivre une émotion, c'est séparer des larmes. Les larmes, c'est une expression des émotions, mais ce n'est pas ça, une émotion. Une émotion, c'est laisser bouger l'expérience en nous, mais pour faire ça, on doit être dans son corps. Donc, fin de la parenthèse, je suis allé en contact avec la partie de moi qui avait été dépassée par la pression que j'ai ressentie et je l'ai laissé exprimer son malaise, je l'ai laissé bouger en moi pour dire à quel point ça avait été difficile. Et à partir de là, on est allé ensemble revisiter le décret pour ressentir l'intensité du décret comme si on le ressentait à l'envers, comme si le décret, on le ramenait à nous en comprenant qu'il avait été émis à partir d'une partie blessée. Donc, si on gère la partie blessée qui a émis le décret, bien nécessairement, le décret va être atténué. Puis si on retourne, après ça, sentir le décret, qui est la réponse à la blessure, bien là, le décret, on est capable de le ramener, puis de le ramener en sagesse, puis de se dire, OK, là, j'ai compris c'est quoi être dépassé par des pressions, une envie d'être aimé qui fait que je veux donner des réponses. Et là, j'apprends la sagesse de tout ça et je grandis en mode, la prochaine fois, je vais prendre le discernement de donner des réponses quand c'est juste, de ne pas en donner quand ce n'est pas juste, quand je ne sens pas que j'ai la réponse, quand je ne sens pas que c'est approprié, et d'avoir le discernement de voir la différence, ce qui fait qu'on évite de se retrouver dans la pression de tout le monde qui nous sollicite, puis en même temps, on est capable de dire ça ne m'appartient pas, ça appartient aux gens qui ont des attentes, puis je les laisse vivre leur processus des attentes. On en a tous des attentes, moi le premier, donc c'est pas un problème d'avoir des attentes. Nous, le problème, c'est d'y répondre. Donc, le décret avait tellement d'impact qu'il m'empêchait d'avoir une lecture du futur, même si je prenais mes outils, mes pendules, mon antenne de l'échelle, qui est cet outil-là. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi l'antenne de l'échelle. Finalement, je ne le montre pas souvent, mais c'est ça. L'antenne de l'échelle, je la tiens un peu différemment de la façon traditionnelle, mais la façon que je la tiens, peu importe la façon. L'antenne de l'échelle me donne des lectures énergétiques. Donc, c'est combiné à l'intuition. C'est pas, je ne peux pas dire tiens l'antenne puis fais-toi un soin toi-même. En même temps, l'antenne n'est pas, comment je pourrais dire, elle n'est pas détachée de la personne qui la tient. C'est important de le comprendre. L'antenne de l'échelle, c'est le prolongement de notre intuition. Et ça me permet d'aller à un niveau de détail que je ne pourrais pas accéder. Là. Je ne connais pas de médiums qui peuvent aller aussi pointus que qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 8 ans, au mois de février, la deuxième semaine de février. On arrive avec des niveaux de détail, pas parce que je suis plus fin qu'un autre, là, c'est parce que le corps compte les années. Le corps sait les années. Quand le choc est rentré, le corps sait exactement quand c'est arrivé. Il compte les années. Donc, le corps, si on lui demande quand est arrivé le choc, il va nous le dire. Donc, j'arrive avec l'antenne à avoir un niveau de précision, puis avec mon intuition, je vais ressentir d'où ça se passe, corps émotionnel, mental, dans quelle zone de la personne. Puis après ça, quand on ouvre la porte, bien là, il y a une vie passée souvent qui va se présenter et qui va donner un écho. La vie passée ne donne pas l'explication, elle donne un sens au problème actuel. Le problème actuel, on le vit actuellement. On n'a pas besoin, je le dis tout le temps, on n'a pas besoin d'aller dans une vie passée. C'est juste que la vie passée, elle donne un contexte, elle explique quelque chose qui est difficile à gérer dans la vie actuelle. Par exemple, si j'ai de la difficulté à accepter un deuil relationnel, un autre pourrait dire, ben voyons, laisse-le aller, ton Richard, franchement, il valait pas bien cher, puis garde. Puis pour nous,
c'est presque un désaveu de ce qu'on ressent, parce que si on compare notre sensation en disant, ben voyons, tu l'as connu 3 semaines, là, lâche-le, il y en a un autre qui est bien plus fin. Si on essaie de comparer notre réaction à quelqu'un d'autre dans le même contexte, on ne comprend pas pourquoi, puis on dévalue l'intensité de notre expérience. Donc, la vie passée, pour moi, elle va expliquer pourquoi, par exemple, dans ce cas-là, le Richard ou je ne sais pas qui a pris tellement de place dans la vie de la personne. Par exemple, un père qui a abandonné sa fille dans une autre vie, puis là, tout d'un coup, le père revient sous la forme de Richard, puis là, la fille ne veut plus le lâcher parce que c'est le père qui revient. Ça donne un contexte à une vie passée, mais on n'a pas besoin de la vie passée, on le vit au présent. Donc, si on comprend que c'est ça une mémoire, bien, l'antenne de Richard permet plus facilement de lire les mémoires. Donc, je ferme la parenthèse avec la mémoire. Le décret, c'est comme une mémoire. Ça part dans l'énergie, ça s'en va jusqu'à ce qu'on aille le rechercher et qu'on le ramène en nous. Puis à partir du moment où on le ramène en nous, on le transforme en sagesse. Et quand l'âme a acquis la sagesse d'une expérience, c'est coché, c'est comme un nouveau livre dans la bibliothèque du voyage, et l'expérience est complétée. Voilà pour un décret. Je vais vous donner quelques autres exemples d'un décret. Là, j'en ai parlé un pour moi, mais un décret que j'ai vu assez souvent, c'est des gens dans la famille qui sont croisés. Croisés, je veux dire, qui prennent les problèmes d'un frère, une sœur, une mère, un père. Vraiment prendre le problème. La mère a des problèmes digestifs, j'ai des problèmes digestifs. La mère, elle marche pas bien, elle boite, elle a des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de cœur. J'aurais compris que quand on se branche sur la personne, bien sûr, il peut y avoir une source que la personne dit, OK, j'ai par exemple, un problème de cœur peut être relié à un défi avec l'amour, avec la bienveillance, l'amour de soi. Mais il peut aussi être lié à un croisement. Un croisement énergétique qui fait que je me sens à quelque part coupable. Un croisement énergétique, c'est presque toujours, sinon toujours, en lien avec une culpabilité. Donc, imaginez que je me sens coupable d'avoir abandonné une personne en orphelinat, puis je m'en suis pas occupé, ou je suis parti avec quelqu'un, puis j'ai laissé ma famille, ou vous voyez le genre. Donc, un abandon, une culpabilité, ou j'en ai pas fait assez pour cette personne-là, ou ce que j'ai vu souvent, c'est des accidents, la personne, elle part et l'autre meurt, puis comme je le racontais avec France Gauthier, j'avais vu une fois une consultation avec quelqu'un qui était 2 en forêt, puis je pense qu'il y avait un tigre qui était arrivé, le tigre avait mangé un des 2, puis l'autre s'était sauvé, puis le survivant n'avait jamais géré ça. Puis s'était senti tellement coupable d'avoir survécu que dans l'autre vie, il avait retrouvé celui qui avait été mangé par le tigre comme étant son petit frère. Il ne comprenait pas pourquoi il était toujours en train de vouloir sauver le petit frère, il faut qu'il aille bien. Et quand le petit frère commençait à être malade, l'autre devenait malade. Et on comprend que dans l'énergie, quand il y a 2 malades, ça ne change rien, là. S'il y en a un qui a des problèmes digestifs, puis que l'autre, par compassion, développe des problèmes digestifs, il y a juste 2 personnes qui ont un problème digestif, ça n'enlève rien à l'autre parce que ça n'appartient pas. Le deuxième ne peut pas prendre littéralement. Donc, c'est une distorsion de se croiser avec quelqu'un puis d'imaginer qu'en prenant son sac à dos, on va l'alléger, on ne l'allège pas. C'est une petite illusion. Peut-être temporairement, on va l'alléger, mais à peu près pas. Et quand tu te rends compte de ça, dans l'énergie, tu vas te rendre compte que ça aussi, c'est un décret. C'est-à-dire un décret qui dit, cette personne-là, elle a pris ma vie, elle est morte à ma place, ou je l'ai abandonnée, ou je me sens coupable, ou peu importe la raison, je lui dois quelque chose. Je reviens la voir, je lui dois quelque chose. J'ai une dette envers elle, je ne sais pas quoi. Je lui dois quelque chose. Et quand je la retrouve, tout d'un coup, tout en moi veut la sauver, il faut qu'elle aille bien. Pourtant, ça ne veut pas dire que la relation va être super. J'ai vu des gens qui sont croisés avec quelqu'un, leur frère ou leur sœur, puis ils ne l'aiment pas. T'sais. Elle me tombe ses nerfs, j'ai pas envie de la voir, mais je ne sais pas pourquoi elle va pas bien, il faut donc que je la dépanne. Il faut toujours que je l'aide. Et là, ce décret-là, il devient tellement viscéral que tu ne comprends pas pourquoi il faut que tu sauve la personne. Ça, c'est un décret. Un décret qui vient souvent pas de cette vie-ci, mais qui a été activé en présence de la personne. Des fois, c'est carrément en présence de la personne. Des fois, c'est en présence de la personne dans un défi. C'est-à-dire, la personne va bien d'un coup, paf, elle est malade, c'est déclenché. C'est déclenché, je vais être malade. Moi, j'ai vu le cas de 2 enfants en bas âge, en très bas âge. Il y avait 2 ou 3 ans. Un des 2 s'en va, il est malade. C'était 2 petits frères. Un des 2 est malade, s'en va à l'hôpital. L'autre, il donne toute sa force vitale à celui qui est malade. Puis après ça, celui qui est malade, il revient, il va bien, tout est merveilleux.
il a une belle vie, ils grandissent. Le deuxième est toujours à courir après tout, après l'argent, après tout ce qui va pas bien. Puis l'autre, il y a les amours, l'argent, tout va bien. Puis il ne comprend pas pourquoi il ne se donne jamais la permission. Il faut toujours que l'autre en ait plus. Et c'est ça un décret. C'est que tu as l'impression qu'il faut toujours que l'autre en ait plus parce que tu ne peux pas le dépasser. Il faut que l'autre, faut qu'il aille mieux. Puis là, l'autre va bien, puis tu vas toujours pas mieux parce que tu as toujours l'impression que tu as une dette, puis l'autre va très, très bien. Puis oui, mais il pourrait aller encore mieux. Puis oui, c'est pas encore parfait parce que le décret a établi qu'on lui doit quelque chose. Tout ça pour vous dire qu'un décret, c'est très puissant. C'est une autre forme de mémoire, mais c'est différente. Les mémoires sont souvent liées à des culpabilités d'avoir pas assez fait ceci ou trop, peu importe. Et le décret est lié à un croisement avec une autre personne qui souvent, ou avec soi-même, mais qui est lié... Non, en fait, je dis un croisement, puis c'est pas vrai, parce que dans mon exemple, avec la jeune femme en Grèce, c'était pas un croisement, mais on pourrait dire que c'est un croisement avec plein de gens qui l'ont sollicité, mais ça devient une décision prise à partir d'une blessure ou d'une décision prise à partir d'une culpabilité, mais cette décision-là, si on la retient pas, si on ne comprend pas le sens. Maintenant, je souhaite jamais, quand je fais mes capsules, que les gens enregistrent qu'il faut qu'ils viennent me voir. En même temps, ça me fait vraiment plaisir, j'honore et j'ai beaucoup de plaisir à faire mon travail d'accompagnement, mais c'est pas, je ne fais pas mes capsules pour que les gens ils finissent en disant « il faut que j'aille voir Simon, là, c'est sûr ». Je dis toujours aux gens, tu n'as pas besoin de comprendre l'histoire. Tu as besoin d'un rendez-vous avec la sensation du blocage, de dire « OK, si je me sens stupide, maintenant, là, mettons que la caissière elle me dit un mot, je me sens stupide. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi ça fait 14 fois que je rencontre quelqu'un qui me fait me sentir stupide. J'ai un rendez-vous avec la sensation d'être stupide et c'est ça le rendez-vous. La mémoire contextualise, mais elle n'est pas nécessaire pour guérir la sensation. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'accepter le rendez-vous. Si j'essaie de convaincre la personne que je suis intelligent, je ne suis pas en présence du rendez-vous, je suis en présence avec la dualité du rendez-vous. Je me sens stupide. Hey, franchement, tu vas me traiter comme faux, puis je suis intelligent, puis tu sauras que j'ai des diplômes, puis que je connais les dictionnaires, puis je sais lire, je sais écrire. Voyez-vous, là, je suis en réaction avec la sensation. Ou je peux appeler des amis et dire hey, « tu sais pas ce qu'elle me dit, franchement, la caissière, elle me dit ça, puis elle me fait sentir stupide. » Je suis toujours pas en présence avec la sensation, je suis en présence avec un comité d'amis qui vont me dire « ben non, fais-toi-en pas, puis ça va passer, puis énerve-toi pas avec ça, puis là, tu vu, elle sait même pas lire, puis bon, là, on va se projeter, puis on va ricocher vers la personne, on n'est toujours pas en présence du rendez-vous. C'est quoi le rendez-vous? C'est OK, là, il y a une partie de moi qui se sent stupide parce qu'elle me dit ça, puis ça résonne à l'intérieur de moi, ça fait écho, puis ça vient me chercher. Et là, j'arrête tout, je rentre dans mon corps, et là, je vais vraiment ressentir c'est quoi qui vient de se passer. Et ce rendez-vous, pendant quelques secondes, minutes, je dirais peut-être 1-2 minutes, cette énergie se transforme, s'allège. Et tout d'un coup, là, elle m'a dit « Ah, enfin, je sais c'est quoi se sentir stupide. » Et enfin, je viens d'acquérir une nouvelle sagesse, comme un livre dans la bibliothèque. Enfin, je viens d'apprendre. Voilà c'est quoi un décret. Voilà c'est quoi un décret. Peut-être un dernier exemple de décret, puis je dis ça avec beaucoup de respect, là, je ne veux pas dénigrer aucun corps physique, mais il y a des gens qui prennent du poids à partir d'un moment où ils ressentent, par exemple, une sexualisation. J'ai vu c'est souvent féminin, donc je l'adresse aux femmes, mais ça pourrait être masculin aussi. Mais elles ressentent que le corps est sexualisé, et là, elles n'aiment pas la sensation d'être vues sexuellement par des hommes. Et une des solutions, c'est de dire, tiens, je vais prendre du poids. Cette décision de prendre du poids n'est pas une décision intellectuelle. Là. Je n'ai pas dit un matin, tiens, je vais me mettre à manger des aliments qui me font prendre du poids, puis comme ça, je vais être réglé. C'est énergétique. Et quand on comprend ça, on va voir souvent des décrets qui amènent, peut-être pas dans cette vie-ci, ça peut être dans une autre vie, mais une expérience avec une sexualité abusive. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous savez c'est quoi là, un abus. Et là, un abus fait que je ne sais pas quoi faire avec ça. Comme je suis désemparé de la sensation, bien là, mon corps va dire, je vais le régler. Si on perd de la sexualisation, si on perd de l'attraction
l'attractivité, pardonnez-moi si je n'ai pas le bon mot, je pense que c'est attractivité. Donc, si on perd notre pouvoir d'attraction, je vais le dire de même, bien, ça va être réglé. Réglé, on va perdre des regards sur nous, puis comme ça, on va être en sécurité. C'est une autre forme de décret. Donc, les décrets vont dans toutes les directions. Ça peut aller dans plusieurs sphères. Ce sont des variantes des mémoires. Et la façon d'arrêter un décret, c'est de retourner à la blessure qui a généré le décret. Retourner à la sensation de la blessure. Ça peut être une culpabilité, comme je vous ai dit, ou une mémoire, peu importe, mais retourner à la blessure, ressentir la blessure quelques instants, pour ensuite ressentir la décision qu'on a prise à partir de la blessure. Et là, on revient au point zéro. Comme je le dis toujours, qu'est-ce qu'on fait rendu au point zéro? On est sur une page blanche. Qu'est-ce qu'on fait sur une page blanche? Là, on va recréer notre réalité. À partir d'une sensation et d'une visualisation, on va imaginer notre nouvelle réalité. Puisqu'on est au point zéro, on peut tout créer. On va imaginer notre nouvelle réalité. Et ensuite, on va aller la ressentir comme si elle était déjà manifestée. C'est super important de la ressentir. Une pensée crée, une pensée ressentie crée encore plus. Donc, on va aller sentir la pensée. Le problème, c'est que si on veut créer avec la pensée sans se mettre au point zéro, sans gérer la mémoire qui nous empêche de créer notre réalité, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça que j'ai décrit dans ce merveilleux livre. C'est tout le parcours ici, Redevenir complet. C'est vraiment tout le parcours que je décris. Le genre de capsule que je fais, bien, c'est comme si j'avais une capsule complète de 308 pages. Redevenir complet, c'est vraiment le concept de rapatrier les fragments de nous-mêmes qui, en cours de route, on les a mal gérés. Pour plein de raisons que je décris. Ce n'est pas une question de culpabilité, ce n'est pas une question de sentir invalide ou incompétent. C'est vraiment une question de voir la perspective du grand voyage de l'âme. Et quand on élève à partir de la perspective de la girafe et qu'on regarde notre vie à partir d'une vision beaucoup plus large, c'est beaucoup plus facile de pointer les zones complexes qui, lorsqu'ils sont sortis du contexte plus large, deviennent banales ou un détail. Des fois, j'amène les gens à voir un petit détail dans la vie actuelle, puis les gens me disent « ben oui, mais ça ne m'a pas marqué. » Peut-être, mais ça laisse une trace. Et la trace fait écho avec quelque chose de beaucoup plus gros. Tu sais, par exemple, des blessures de naissance, on ne s'en souvient pas. On ne se souvient pas si, quand on est arrivé au monde, le père aurait voulu avoir une fille, puis finalement il y a un gars ou l'inverse. Mais ça laisse une trace. Et la trace est visible. Pas la mémoire, la source, mais la trace est visible. Par plein de façons, on peut retrouver la trace. Et quand on retrouve un petit détail qui nous indique la trace, là, on peut remonter à la source. Et c'est tout le parcours que je décris dans ce livre-là, qui est vraiment l'œuvre d'une vie. Je sais, je l'ai dit souvent. J'ai dit que je pourrais mourir. J'étais encore en vie. J'ai dit que je pourrais mourir, que j'aurais laissé ma trace. J'aurais laissé ce que je voulais faire. Bientôt, je vous prépare une capsule avec des témoignages. Peut-être pas une capsule, en fait, une page témoignage. Les gens ne le lisent pas très vite. Je l'apprends. Moi, je vous informe. C'est pas un livre que le monde lise. C'est pas un page turner, comme ils disent en anglais. Un livre où on tourne la page. C'est un livre où les gens lisent. C'est des petits chapitres d'à peu près 3, 4, 5 pages. Chaque chapitre est un enseignement et c'est évolutif. Les gens le lisent vraiment dans la compréhension qu'à chaque chapitre, ils apprennent un élément qu'ils ont besoin d'intégrer. Il y en a qui prennent 2-3 jours entre chaque chapitre parce qu'ils ont vraiment besoin de l'intégrer. J'ai très peu de gens qui l'ont fini. Les gens me disent « Ah, c'est super, on apprend, j'avais jamais vu ça de même. » Puis ils sont rendus à la moitié du livre, ça fait 1 mois et demi qu'ils l'ont. Alors, je dis « Bon, ben OK, les gens vont le lire à leur rythme. » Alors, j'ai envie quand même de vous inviter. Ça, je ne sais pas trop de vendre mes affaires, puis je sais qu'en même temps, je gagne ma vie à travers mon travail. Donc, je ne suis pas gêné non plus de dire que je travaille à temps plein en accompagnant des gens. Donc, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et ça me fait toujours plaisir quand les gens viennent me voir en individuel. Mais le livre, c'est vraiment la plus belle et la plus grande chose que j'ai écrite. De loin. De loin, c'est la plus grande chose que j'ai faite dans ma vie professionnelle.
Ça m'a pris 18 mois de travail, à peu près 1500 heures, 2000 heures de travail. Et j'ai été accompagné par la grande main, bon, je le dis aujourd'hui, la grande main de Dieu à travers moi, pour écrire un livre que je pense qu'il est une vision unique, pointue. Je ne dirais pas unique, parce qu'évidemment, la dualité, je ne suis pas le premier à parler de la dualité, mais sous cet angle-là, je ne pense pas que ça a été fait avant. Et je pense que c'est un livre qui mérite d'être lu. Même si c'est moi qui l'ai écrit, je sais que je ne suis pas placé pour me vendre moi-même, mais j'ai envie de vous le dire quand même que c'est un livre qui a été enfanté à travers moi, puis qui touche à sa manière les gens qui vont le lire, à leur rythme. Et j'ai envie de vous inviter à vous le procurer. Sur mon site internet, rencontredelâme.com, vous allez trouver l'information. Il y a un onglet sur le livre, vous l'achetez en ligne. Il est en auto-édition. J'aurais pu le mettre en édition, mais j'ai senti vraiment à un moment donné dans le parcours qu'on me disait vas-y en auto-édition, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi, pour tout le monde. Le livre est commandé, on le reçoit. Alors que quand on va en bibliothèque, je l'avais dit lors du lancement, on est vraiment perdu dans l'espace. Il y a des livres partout. Puis pas parce que tu es rendu en librairie. J'ai dit en bibliothèque, je voulais dire en librairie. Quand tu es rendu en librairie, ça ne veut pas dire que les gens vont acheter le livre parce qu'il est sur une tablette. Il doit quand même y avoir un mouvement de promotion, de connaître le livre. Donc, de toute façon, il faut que le livre circule. Donc, qu'il circule en librairie ou de bouche à oreille, pour moi, c'est la même chose. Je prépare des entrevues bientôt. Je ne le nommerai pas tout de suite au cas où ça ne fonctionne pas, mais si ça fonctionne, j'aurai possiblement une entrevue avec l'Europe bientôt. Donc, j'espère que ça va avoir lieu. Alors voilà, si vous avez envie de venir me voir en individuel, ça me fait toujours plaisir. Vous avez aussi les détails sur mon site, rencontredelâme.com, section consultation individuelle. Et si vous voulez acheter le livre, il est disponible au Québec et en Europe. Vous le recevrez en quelques jours. C'est très vite en Europe. J'ai été étonné. Ils les impriment à mesure en Europe. Et en 4 ou 5 jours, je pense que le livre est rendu. Là. Donc, c'est étonnant. Je suis moi-même le premier étonné. Et vous pouvez l'acheter sur mon site. Alors, ça me fait très plaisir. J'espère qu'on va se reparler. Éventuellement, je vais recommencer les ateliers. J'avais développé un atelier qui s'appelle Redevenir souverain, qui est un prolongement du livre Redevenir complet. Je suis coincé dans un petit dilemme en ce moment, c'est que je ne pourrais pas donner l'atelier de la même façon aux gens qui l'ont lu le livre, des gens qui ne l'ont pas lu. Donc, je suis comme... Il faut que j'attende un peu pour qu'il y ait assez de gens qui aient lu le livre, qui aient envie de venir plus loin. Puis en même temps, je ne veux pas dire aux gens qui n'ont pas lu le livre, ah, ben pas de livre, pas d'atelier. C'est juste qu'on n'aura pas le même langage. Donc, il faudrait que je développe comme un atelier pour les gens qui n'ont pas lu le livre, puis un autre pour les gens qui l'ont lu, parce qu'on ne partira pas de la même place. Pas parce que les gens qui l'ont lu sont plus loin, là, mais je veux juste dire qu'on va avoir le même langage, les thématiques vont être les mêmes, et là, on va pouvoir approfondir les thématiques, alors que dans l'autre cas, on va vouloir expliquer les thématiques. Alors voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis content d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui entre deux activités ici à la Terre. On est sorti d'une grande tempête ici. Il y a eu des arbres qui ont tombé partout. Ça a été toute une histoire. On avait un lac qui était géré par des castors. On ne savait pas si les castors étaient encore là. Le lac est parti avec la tempête. Finalement, les castors sont revenus. Mais on ne pousse pas sur des castors, je l'ai appris. Fait qu'on laisse les castors faire leur travail, puis le lac remonte tranquillement. On pense que d'ici peut-être 3 ou 4 mois, on espère, le lac va être revenu. Alors voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et ça me fait très plaisir d'être venu vous voir aujourd'hui. Bonne journée, au revoir.